à la patronne. Nelly, tu sais que dans ton actualité aujourd'hui, j'ai lu un article, on dit que tu es dans le top 100 de la data mondiale. Non, mais applaudissez. Non, vraiment, là. Nelly, je dis que Nelly, mon ami Nelly, mon ami à moi, hein, faut pas. Mon ami Nelly est dans le top 100 mondial de la data. Non, mais ça, moi j'ai vu l'article. Hein. Je sais pas, moi j'ai fait un post là-dessus. Énorme. Et Nelly, c'est une grande fierté. Je voudrais que tu nous dises un peu quel est ton parcours et comment tu as pu être top 100 de la data mondiale. Écoute, déjà, merci Michel pour ces explications. C'était très clair, rien à redire. C'est vraiment expliqué en mots très simples et faire le lien entre l'intelligence artificielle qui peut être considérée comme un buzzword et des secteurs patents, des applications pratiques réelles, c'est ce qu'il faut pour démystifier un peu le concept. Écoute, je pense que tout comme Michel et toi, Douglas, à la base, je suis ingénieur en informatique. Hein, on va pas. Donc, j'ai commencé par coder sur du Java, du C, du JavaScript. Oui. Et en fait, j'ai fait ça pendant quelques années, 3-4 ans, mais je savais déjà que je ferais pas des vieux jours en tant que développeur ou quand je me projetais dans ma carrière en tant que CTO, donc Chief Information ou Chief Technical Officer, parce que je voulais participer finalement à ces conseils d'administration ou ces comités exécutifs dans lesquels les décisions business étaient prises et qui conduisaient à développer des projets IT. Et c'est dans ce cadre que je fais un MBA, que je commence à HEC Paris et que je termine à London Business School. Très enrichissant, je me spécialise dans la finance, la stratégie, le marketing. Ensuite, j'ai une expérience à la City à Londres, en banque d'affaires. Et après ça, je reviens sur la place parisienne et c'est là que j'intègre une PME américaine qui bosse sur du pricing, la data, et qui utilise des modèles statistiques pour pouvoir recommander le meilleur prix pour le hamburger, le Big Mac, quel est le prix optimal à donner je sais pas, au menu small versus le menu large, par exemple. Et ça, c'est des études statistiques, des études très poussées. Donc, c'est un peu, on n'est pas encore sur l'intelligence artificielle, on est encore sur des modèles statistiques qui sont pas apprenants, mais ce sont les prémices finalement de ce qu'on va voir, des techniques utilisées par l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et suite à ça, j'intègre finalement un grand groupe français, européen, le groupe Casino, et je monte la direction pricing et data au sein de cette entreprise. Donc, quand j'arrive, il n'y a pas de service pricing, et quand je pars, on est une quinzaine, et je vais ensuite chez Darty Fnac, je monte la direction aussi. J'aime bien construire, donc j'étais déjà une intrapreneuse. D'accord. Et plus récemment, je suis plutôt dans les paris sportifs, casino en ligne, poker chez BetClick. Et chez BetClick, quand j'ai rejoint BetClick, pareil, la mission était de construire cette équipe data. Donc, avec tous les métiers de la data possibles. Donc, je pense qu'on va en parler des différents métiers. Et aujourd'hui, j'ai une équipe de plus d'une trentaine de personnes chez BetClick. D'accord, super. Waouh. Alors, moi, j'ai une question. On parlait tout à l'heure, effectivement, des différents secteurs. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je pense que Michel, il a évoqué différents secteurs, mais tu peux peut-être nous faire un retour, toi, sur le secteur dans lequel les secteurs dans lesquels tu as travaillé. Peut-être tu as des anecdotes ou bien tu as des informations complémentaires à nous donner sur comment la data, puisque toi, tu gérais les groupes data. Donc, comment la data a été utilisée et comment l'intelligence artificielle a été utilisée dans tes domaines d'activité? Après, au-delà des secteurs, je pense que quand on pense usage client, quels que soient les secteurs, finalement, on fait face aux mêmes problématiques clients. On a toujours le marketing, on a toujours le customer relationship management, on a le customer service. Et pour finalement ces départements-là, le plus important, c'est
comment je fais pour connaître mieux mes clients, comment je catégorise, comment je fais une segmentation qui me permet d'identifier les clients qui apportent le plus de valeur à mon entreprise, les clients qui sont en perte de vitesse, les clients qui sont en train de s'endormir et qu'il faut réveiller, comme Michel l'a dit. Ensuite, en finance ou dans le domaine où je suis actuellement, on a aussi la détection de fraude. Quels sont les clients qui ont des comportements, des prises, des actions, des transactions qui semblent suspectes. D'accord. Donc voilà. Et voilà, ça, c'est assez complet. Hein. Moi, je te pose une question, Nelly. Comment est-ce qu'on entre dans le top 100? Non, là, il faut que tu nous dises. Comment tu entres dans le top 100 mondial? Faut nous dire, parce que nous, on est là, les jeunes sont là. Comment tu fais? Est-ce que les jeunes qui sont aussi, qui nous écoutent, eux aussi, ils voudraient peut-être devenir, ils se projettent peut-être demain en venant être dans le top 100 de quelque chose? Non, mais je pense justement qu'il ne faut pas avoir comme visée d'être dans le top 100. La démarche que Michel a ou qu'une Gisèle ou Noël qui nous parleront bientôt de leur parcours, c'est la bonne. Je n'ai pas commencé ce métier en me disant je vais être dans le top 100. Je le fais par passion. Je donne le meilleur de moi-même. À chaque fois, je donne de ma disponibilité pour expliquer ce que je fais aux jeunes, aux moins jeunes. Donc, dans ce que je vous dis, faites votre travail du mieux que vous pouvez, construisez, innovez, toujours penser en dehors du cadre, parce que c'est finalement ce qui nous différencie d'un data scientist ou data analyst, notre créativité, notre façon d'appréhender le problème. Et comment on applique une technique qui est finalement assez commune à tout le monde, parce que la plupart des algorithmes de machine learning ou de deep learning sont développés par de grands groupes, les GAFA, Facebook, Google, et finalement on ne réutilise que ce qu'ils ont développé, auquel on applique nos propres données dans les entreprises pour pouvoir en sortir pouvoir prendre des décisions. Donc il y a finalement très peu de data scientists qui recodent finalement leur modèle from scratch. En général, on utilise des modèles sur étagère, des modèles en open source. D'accord. Donc ensuite, il faut avoir cette passion-là et pouvoir la transmettre. Donc, je t'avoue que je ne saurais pas te répondre. J'étais assez surprise de ce classement-là, et surtout quand j'ai vu la liste de ceux qui y étaient et que je respecte énormément. Donc voilà, c'était. En tout cas, le post que j'ai fait, il marche bien. En tout cas, grâce à toi, j'ai fait un post, je peux te dire que là, ça défile. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu nous as parlé un peu de ton parcours, tu nous as donné quelques exemples. Maintenant, quel est pour toi l'avenir? Comment tu te vois dans 2 ans, dans 5 ans? Et puis, parle-nous un peu de Ejara. Si je peux me permettre, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et on se met toujours sur un prisme de coder. Je vais prendre l'exemple d'une start-up suisse au sein de laquelle je suis président du conseil d'administration, et en fait, qui vient de mettre en ligne une plateforme et le motto, c'est de dire Stop Coding, Start AI. Parce que je pense vraiment que le futur de l'intelligence artificielle, c'est de démocratiser, de faire en sorte que l'analyste marketing pour optimiser ses campagnes d'acquisition, pour pouvoir détecter ce qu'on appelle les churners, les clients qui veulent partir, puisse tout seul, avec des outils très intuitifs, télécharger ces données et avoir des réponses, sans pour autant être un codeur. Donc, je pense que c'est ça l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est cette démocratisation qu'on a besoin. Ça va devenir tellement important qu'il faut faire abstraction de toute la dimension coding. Et ça fait peur souvent aux filles. Je dis ça parce que je veux encourager plus de femmes à s'y intéresser. N'ayez pas peur, c'est l'avenir. Ensuite, moi, personnellement, je suis en train de tourner une page. Donc, finalement, ce classement, pour moi, était assez symbolique, parce que je tourne la page du salariat, comme si je peux le dire ainsi, pour me lancer dans l'aventure start-up et entrepreneur à plein temps, en rentrant sur le continent aussi, parce que je pourrais difficilement entreprendre avec les jeunes du continent et pour répondre aux besoins du continent en restant en Europe. Et Ejara, finalement, Ejara est venu d'une vision que j'ai de permettre à tout le monde, n'importe où en Afrique, de pouvoir créer, protéger et
grossir, augmenter sa richesse. Donc, c'est vraiment démocratiser l'investissement. Et ça vient vraiment de cette vision-là. Et elle est née le 11 janvier 1994. Beaucoup d'entre vous se rappellent, c'est la dévaluation du franc CFA. Mes parents se réveillent, ils ont perdu la moitié de leur épargne et tous les produits importés coûtent 2 fois plus cher. Ça veut dire que tout coûte finalement 4 fois plus cher. Et je me dis, mais comment c'est possible de travailler toute une vie et d'être à la merci d'un événement comme ça qui est décidé dans les salons parisiens et sur lesquels on n'a aucune maîtrise. Donc aujourd'hui, la blockchain, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, parce qu'il n'y a pas que les crypto-monnaies, on a aujourd'hui des jetons qui sont adossés à de l'or, à de l'argent, qui sont stockés dans des coffres-forts, apportent une réponse justement à cette protection de l'épargne, à cette création de richesse, parce qu'en Afrique, la communauté africaine, la communauté noire, on peut inclure nord-américaine, a besoin de se mettre dans un système où cette richesse-là, on arrive à faire en sorte qu'elle produise des intérêts et qu'elle puisse être transmise à nos enfants. Donc, c'est ça ma vision. Et c'est pour ça que j'ai créé Djara. Waouh! Tu as des investisseurs parce qu'il y a des gens qui vont écouter là. Comment ça se passe? Tu as besoin d'argent? Tu parles bien? Comment tu parles? C'est doux, hein? C'est la douceur dans ce que tu dis là. Écoute, c'est génial. On va ouvrir notre seed round dans quelques mois. On a déjà sécurisé des investisseurs institutionnels, mais moi j'ai vraiment envie que les Africains puissent aussi investir parce que c'est une plateforme pour les Africains par des Africains. On a des équipes de dev au Cameroun et au Ghana, bientôt en Côte d'Ivoire. Donc, il serait normal que les stakeholders, les actionnaires soient aussi africains pour que quand on crée la richesse, quand cette entreprise, la valeur se démultiplie, qu'elle puisse profiter à tout un chacun. Non, ça c'est magnifique. Merci en tout cas pour ce parcours et puis pour cette vision sur l'avenir.